2 ans après la disparition de sa mère sans laisser de traces, Miles McCandy reçut un message d'un randonneur de Floride. L'homme avait trouvé quelque chose d'inhabituel au plus profond de la forêt même, où elle avait été vue pour la dernière fois. Aurait pu ne rien signifier, plusieurs excroissances dures et arrondies gonflaient sur les racines exposées d'un vieil arbre. Au premier abord, elles ressemblaient à de simples formations étranges. Mais quand Miles agrandit les photos, son estomac se noie. Sa mère avait été botaniste, et des années plus tôt, elle lui avait montré ce qui se produisait quand des racines d'arbres étaient coupées puis cicatrisaient. L'arbre formait un tissu de cale enflé autour de la zone endommagée. Aurait pu ne rien signifier. Mais la photo de Tim en montrait plusieurs, toutes sur des racines faisant face au même carré de terrain. Pour Miles, cela ressemblait à un endroit où quelqu'un avait autrefois creusé près de l'arbre, tranché les racines, puis rebouché le trou. Il ignorait ce qui avait été enterré. Mais après 2 ans de questions sans réponse, il savait une chose. Personne ne creuserait ce sol sans que la police se tienne à ses côtés. Pour comprendre pourquoi un arbre endommagé comptait autant pour Miles, il faut remonter 2 ans en arrière. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Miles avait 18 ans quand sa mère, Madame McCandy, connut une grave alerte de santé. Elle se véhicute, mais l'expérience changea l'atmosphère au sein de leur foyer. Elle avait toujours été énergique, curieuse et passionnée par les plantes. Elle savait identifier les arbres lors des promenades en famille et s'interrompait au milieu d'une conversation pour désigner une minuscule fleur poussant dans une fissure du trottoir. Après sa sortie de l'hôpital, cependant, elle devint plus silencieuse. Elle se mit à passer plus de temps seule et à remettre en question des pans de sa vie qu'elle avait ignorés pendant des années. Miles crut d'abord qu'elle avait simplement peur après avoir failli mourir. Son père Daniel lui dit la même chose. Il dit qu'elle avait besoin de repos et promit que les choses finiraient par revenir à la normale. La tension entre les parents de Miles devint difficile à ignorer. Leur conversation s'arrêtait dès qu'il entrait dans une pièce. Certaines nuits, Miles entendait des disputes étouffées derrière la porte de leur chambre. Sa mère se mit à dormir dans la chambre d'amis et à garder des dossiers de papier financiers sur son bureau. Miles ne savait pas ce que tout cela signifiait. C'était un adolescent qui se préparait pour l'université de leurs problèmes. Puis un samedi, sa mère disparut. Daniel dit à la police qu'elle avait quitté la maison avec son vélo pour parcourir un sentier forestier qu'elle avait emprunté des dizaines de fois. Quand elle ne rentra pas ce soir-là, il déclara avoir supposé qu'elle s'était arrêtée quelque part ou était restée chez une amie. De leur problème 3e jour, il signala sa disparition. Des équipes de recherche envahirent la forêt. Des adjoints du shérif, des bénévoles, des équipes cynophiles et des hélicoptères couvrirent des kilomètres de sentiers. Sa photographie parut à la télévision locale, sur les pages communautaires et sur des affiches de personnes disparues. Son vélo fut finalement retrouvé près d'un départ de sentier, mais il n'y avait aucune trace d'elle, pas de sac à dos abandonné, pas de téléphone, pas de vêtements. Aucune piste nette s'éloignant du sentier. Pendant des semaines, Daniel participa aux recherches et parla publiquement de ramener sa femme à la maison. Miles se tenait à ses côtés lors des veillées, convaincu qu'ils attendaient tous d'eux la même réponse. Mais les recherches ne donnèrent rien. À mesure que les mois passaient, les enquêteurs commencèrent à envisager toutes les possibilités. Peut-être avait-elle subi une nouvelle urgence médicale. Peut-être s'était-elle écartée du chemin balisé. Peut-être était-elle partie délibérément. Aucune des théories n'expliquait comment une femme qui connaissait si bien la forêt avait pu disparaître sans laisser de traces. Finalement, l'affaire fut classée sans suite. Miles et son père déménagèrent vers le nord, tentant de repartir de zéro. Miles entra à l'université et suivit une thérapie, mais il n'y eut aucun véritable apaisement. Sa mère existait dans un espace terrible entre la vie et la mort. Chaque numéro inconnu sur son téléphone lui faisait se demander si quelqu'un l'avait enfin retrouvé. Puis Tim lui envoya les photos.
Tim était un randonneur de 24 ans qui explorait régulièrement les sections les moins fréquentées de la forêt. Il connaissait la disparition MC Candy, car de vieux avis de recherche étaient encore mentionnés dans les groupes de randonneurs locaux. Une récente tempête l'avait contraint à quitter son itinéraire habituel. En contournant des branches tombées, il atteignit une petite clairière et remarqua un vieil arbre présentant plusieurs renflements étranges près de sa base. Les excroissances n'étaient pas hautes sur le tronc. Elles entouraient des racines, exposées d'un seul côté de l'arbre. À quelques mètres de là, Tim remarqua aussi que le sol s'affaissait légèrement avant de remonter. Des feuilles en recouvraient la majeure partie, mais sous le bon angle, la dépression avait une forme presque rectangulaire. Seul il ne suffisait pas à justifier de plusieurs creusets en photographie. Tim les montra d'abord à un adjoint local, expliquant qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans ce site. Tim faillit laisser tomber. Au lieu de cela, il chercha des informations sur la femme disparue dans cette zone et finit par trouver une ancienne publication partagée par Mill. Il lui envoya les photographies avec un bref message expliquant où elles avaient été prises. Mill le rappela presque aussitôt. « De quel côté de l'arbre se trouvent ces excroissances » se demanda Mill. Tim lui répondit qu'elles faisaient toutes face au carré affaissé. Mill resta silencieux. Il se souvint de s'être tenu dans un jardin avec sa mère, des années plus tôt, après que des ouvriers eurent installé un drain. Plusieurs racines avaient été coupées pendant les travaux. Des mois plus tard, endommagées. Les arbres cicatrisent eux aussi, lui avait-elle dit. Ce souvenir ne prouvait rien. Les arbres pouvaient être blessés par les tempêtes, les animaux, l'érosion ou une activité humaine sans lien avec un crime. Mais plusieurs blessures cicatrisées sur des racines, à côté d'une zone qui paraissait remuer, suffirent à Mill pour demander aux enquêteurs de regarder de nouveau. Endommagé, il prit l'avion pour la Floride et rencontra Tim, mais au lieu de pénétrer dans la forêt avec des pelles. Ils contactèrent le bureau du shérif, chargé de l'ancienne affaire de sa mère. Un enquêteur accepta de les accompagner. À la lumière du jour, l'arbre paraissait moins mystérieux que sur les photos prises à la lampe torche de Tim. Un instant, Mill craignit d'avoir traversé le pays en poursuivant un nouvel espoir illusoire. Puis il s'agenouilla près des racines. Les renflements étaient ligneux et durs. Sous plusieurs d'entre eux, il pouvait encore distinguer des surfaces aplaties, là où d'épaisses racines semblaient avoir été sectionnées des années plus tôt. Plus important encore, ces vieilles coupures faisaient toutes face au même carré de sol. L'enquêteur fit appel à une équipe médico-légale. Personne ne creusa immédiatement. La zone fut d'abord photographiée, balisée et fouillée. Quand un chien de recherche de restes humains fut amené dans la clairière, son comportement changea près de la dépression, à côté de l'arbre. Cela suffit à intensifier les recherches. Des techniciens commencèrent à retirer la terre par couches contrôlées. Peu sous la surface, l'un d'eux s'arrêta. Quelque chose de pâle dépassait de la terre. La fouille ralentit à l'extrême. Ce qui émergea n'était pas un squelette d'animal. Ils avaient trouvé des restes humains. Mill fut éloigné de la clairière avant le début de l'exhumation complète. Il s'assit dans un véhicule de patrouille, fixant les arbres, tandis que Tim attendait à proximité. Ni l'un ni l'autre ne savaient à qui appartenaient les restes, et l'enquêteur refusa de spéculer. Quelques jours plus tard, les enquêteurs rappelèrent Mills au poste. Une analyse ADN avait permis une identification. Les restes appartenaient à sa mère. Pendant 2 ans, Mills avait imaginé presque toutes les explications à sa disparition. Il l'avait imaginée blessée, perdue, vivant sous un autre nom, ou souffrant de perte de mémoire quelque part au loin. Il n'avait jamais imaginé qu'elle gisait sous le sol de la forêt tandis que lui et son père cherchaient au-dessus. La découverte changea aussi toute l'enquête. L'examen médico-légal révéla un traumatisme au crâne que les enquêteurs jugèrent incompatible avec une simple chute. Plus important encore, ces restes avaient été délibérément placés dans une fosse et recouverts. Madame MC Candy ne s'était pas simplement perdue dans la forêt. Quelqu'un l'y avait mise.
Les enquêteurs rouvrirent chaque aspect de l'affaire, y compris des éléments qui avaient semblé insignifiants quand elle était encore considérée comme une personne disparue. Pendant l'exhumation, les enquêteurs récupérèrent des morceaux dégradés de cordes synthétiques et des restes de matériaux enterrés avec le corps. Pris dans l'un des N-UDS endommagés se trouvait un cheveu humain contenant assez de matériel biologique pour des analyses supplémentaires. Le résultat créa un nouveau problème pour Mills. Le profil ADN était compatible avec celui de son père Daniel. Les enquêteurs restèrent prudents. Un cheveu seul ne prouvait pas que Daniel avait tué sa femme. Les couples mariés partagent maison, voiture, vêtements, meubles et d'innombrables objets capables de transférer un cheveu d'une personne à une autre. Mais ce cheveu n'avait pas été récupéré sur les vêtements de Madame McKenzie. Il était pris dans un matériau enfoui à l'intérieur de la fosse. Cela suffit à faire examiner de bien plus près la version initiale de Daniel. Les enquêteurs obtinrent de nouveaux mandats et se mirent à reconstituer les jours entourant la disparition. D'anciens relevés numériques, des documents financiers et des informations de compte sauvegardés brossèrent un tableau du mariage McKenzie différent de celui que Mills avait connu. Les enquêteurs trouvèrent des relevés suggérant que Madame McKenzie avait récemment découvert que de grosses sommes d'argent manquaient sur des comptes qu'elle partageait avec Daniel. Il y avait aussi des indices qu'elle s'apprêtait à rencontrer un avocat. L'alerte de santé n'avait pas détruit leur mariage à elle seule. Elle l'avait poussée à examiner une vie qu'elle avait cessé de remettre en question. Puis les enquêteurs trouvèrent un autre élément de preuve. Des données conservées dans un ancien compte cloud associé au téléphone de Daniel situaient l'appareil près d'une voie de service en bordure de la forêt. Tard dans la nuit où sa femme avait disparu. Dans sa déclaration initiale, Daniel avait affirmé être resté à la maison après son départ à vélo. L'emplacement n'était pas loin de la clairière où la fosse avait été découverte. Un relevé d'achat ajouta une couche supplémentaire. À peu près à la même période, un compte lié à Daniel avait servi à acheter une bâche et une corde synthétique de type similaire aux matériaux dégradés récupérés dans la fosse. Pris séparément, chaque fait pouvait être contesté. Ensemble, ils changèrent l'orientation de l'affaire. Les enquêteurs élaborèrent une théorie. Ils pensaient que Madame McKenzie avait confronté Daniel au sujet de leurs finances et s'apprêtait à le quitter. À un moment, la confrontation avait tourné à la violence. Les enquêteurs soupçonnaient que Daniel avait ensuite transporté son corps dans la forêt, choisissant une zone associée à ses sorties à vélo habituelles. Près de l'arbre, celui qui avait creusé la fosse avait été contraint de trancher plusieurs racines épaisses. Le corps avait été enterré. La terre avait été remise en place. Son vélo avait été laissé plus près d'un sentier connu pour faire croire qu'elle était partie à vélo dans la forêt et avait disparu. Puis Daniel avait attendu. 3 jours plus tard, il avait signalé la disparition de sa femme. Pendant les 2 années suivantes, il s'était tenu aux côtés de son fils lors des recherches, des veillées, des interrogatoires et des anniversaires. Mills avait passé tout ce temps à croire que son père était une autre victime. Quand les enquêteurs vinrent enfin arrêter Daniel, Mills ne sut que ressentir. L'arrestation ne lui rendit pas sa mère et ne lui restitua pas les 2 années passées à se demander si elle était en vie. Elle le força seulement à reconsidérer presque chaque souvenir des recherches. Son père avait aidé à poser des affiches de personnes disparues. Il avait parcouru des sections de la forêt en criant le nom de sa femme. Il avait réconforté Mills quand les recherches échouaient. Et si les enquêteurs avaient raison, il avait su où elle se trouvait depuis le début. Le plus étrange, c'est que l'affaire n'avait pas été rouverte à cause d'une confession, d'un témoin ou d'une quelconque image de surveillance spectaculaire. Tout avait commencé par un randonneur remarquant plusieurs excroissances sur les racines d'un arbre. Ces excroissances ne prouvaient pas qu'un corps y était enterré. C'étaient simplement des cicatrices, là où l'arbre avait guéri autour de vieilles blessures. Mais elles avaient fait s'arrêter Tim. Elles avaient rappelé à Mills quelque chose que sa mère lui avait un jour appris. Et elles avaient attiré l'attention sur un carré de terrain que tout le monde avait négligé.
Pendant 2 ans, la forêt avait dissimulé ce qui était arrivé à Madame MC Candy, mais l'arbre à côté de sa tombe avait cicatrisé pendant tout ce temps. Avertissement, afin de protéger la vie privée des personnes évoquées certains noms, lieux et caractéristiques permettant l'identification ont été modifiés et sont le fruit de l'imagination de l'auteur. Toute ressemblance avec des événements, des lieux ou des personnes réelles, vivantes ou décédées, serait purement fortuite.